ONU, lettre du 15 décembre 2009. Les traités mentionnés ci-dessus n'ont jamais été soumis à la section des traités pour son enregistrement. Bretagne, droit public. Droit public de Bretagne, avec des observations relatives aux circonstances actuelles. Bretagne, région Croupion, dépecé de Nantes, et colonie française. Salus Populi, Suppema, Lex Esto. Le salut du peuple breton est la loi suprême avant 2032, année 2018-2019. Qu'est-ce qu'un État ou une nation? Cité, nations-États. Du temps des Grecs et des Romains on parlait de cités, de nations, d'empires, souvent constitués de nations annexées, qui faisaient leur propre constitution, loi, coutumes, avaient des ambassadeurs, avaient leur propre monnaie, un territoire commun, une population distincte et des pouvoirs publics plus ou moins organisés dénommés assemblées, sénats, ou assemblées coutumières, et tout cela était organisé autour d'un chef qui gouverne et qui commande à sa nation, quelle que soit sa dénomination, dux, duc, rex, roi, empereur, kaiser, César, duci, duce, prince, princeps, pharaon, sultan, khan, etc. Voir aussi en Chine, Huangdi ou souverain suprême sous la dynastie des Qin, vers 200 avant Jésus-Christ, et le nom du roi chez les Maoris, etc. Ils étaient donc bien, plus ou moins, organisés en ce que l'on appelle aujourd'hui État. Le mot nation a été abandonné par les juristes européens car de nombreuses nations authentiques, et plus anciennes, ayant été colonisées, on ne souhaitait pas leur reconnaître des droits qui remettraient en cause la légitimité des nouveaux empires aussi bien en breton, basque, corse, écossais, catalan, qu'à travers le monde, car la nation se rapportait à la nationalité du peuple autochtone. À l'époque on parlait de lettres de naturalité, qui sont données par les ducs de Bretagne, pour qu'un étranger puisse devenir citoyen du pays. Pourtant les organismes chargés de régler les conflits, SDN et ONU, ont bien le mot nation dans leur dénomination, Société des Nations jusqu'en 1946 et Organisation des Nations Unies depuis 1947 et Charte de l'ONU. Le principe de la nationalité, ou droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'un gouvernement ne peut pas imposer son autorité à des populations, peuples, qui se considèrent étrangères à cet État. Il doit y avoir coïncidence entre le peuple, la nation, qui se revendique différente ou étrangère afin de former un autre État constitué d'entités gouvernementales, administratives et politiques différentes. ONU et Charte article 1 et 2 c'est le droit des peuples à l'autodétermination à disposer d'eux-mêmes, tels les Catalans ou Écossais ou Kurdes ou Kabyles, ou Tibétains, etc. Pour qu'une nation forme un État indépendant, elle doit réunir 3 éléments constitutifs, un territoire défini, une population, généralement autochtone, avec l'envie de vivre en commun, des pouvoirs publics, administration, plus ou moins importante, au point de vue juridique. L'État est défini par le critère de souveraineté, souveraineté intérieure, souveraineté extérieure. L'indépendance de l'État est supposée par l'exclusivité, l'autonomie et la plénitude de ses compétences, le pouvoir législatif, faire la loi, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, créer de la monnaie. Élément constitutif du droit public de Bretagne, l'État breton, ou anciennement Regnum, royaume, puis res publica. La chose publique chez les Romains est substituée au milieu du XVIe siècle à la permanence de l'État dénommé aussi Estado, State, Stade, ou Stato, est doté de la puissance souveraine sous forme de la monarchie ducale partagée avec les États de Bretagne. Le peuple de Bretagne est ainsi rassemblé autour de son duc. L'État breton est défini par le territoire breton, le peuple breton, et Gallo, et son propre gouvernement indépendant, avec diverses institutions économiques et politiques. Il s'agit en Bretagne d'une souveraineté partagée avec les États de Bretagne qui est l'Assemblée nationale du pays, et non pas d'une monarchie absolue comme en France. Anciennement, le roi de Bretagne, ou le duc en ont la charge, car la royauté est une dignité supérieure, ou un office, un ministère. Selon Charles Loiseau en 1610 Traité des offices, il y a une unité religieuse, car l'Église bretonne chrétienne est sous la protection des papes, elle est séparée de l'Église de France. C'est un pays d'obédience directe de Rome, reconnu par les papes. Le domaine royal ducal breton, de Bretagne, le domaine royal puis ducal est inaliénable, comme le domaine du roi de France,
Il désigne l'ensemble des terres qui appartiennent en propre, et des biens, et des droits relevant directement du pouvoir du duc de Bretagne, chef de l'État, au sein du duché de Bretagne, au début assez restreint aux possessions personnelles des rois puis des ducs de Bretagne. C'est ce que l'on appelle la couronne royale puis la couronne ducale de Bretagne, à ne pas confondre avec le duché de Bretagne ou Bretagne, qui est le nom historiographique donné à différentes entités politiques de la Bretagne au Moyen Âge. Sous la monarchie, ou à l'époque moderne, inaliénabilité du domaine ducal de Bretagne, c'est la loi fondamentale qui rend inaliénable le domaine ducal. Il n'est pas disponible d'en user par quiconque car c'est une possession de la couronne dont le duc n'est que l'usufruitier viager, chaque duc devant le transmettre à son successeur. On dit que le domaine ducal est extra-patrimonial ou indisponible. Souveraineté, c'est la puissance suprême, symbolisée par la couronne et détenue, incarnée par le duc lors de son couronnement, en lieu et place du peuple, sur tous les seigneurs du duché pour la garde du duché, le bien commun et bien public de la nation bretonne, et par la grâce de Dieu il incarne la justice supérieure. La souveraineté est symbolisée par la couronne ducale et royale, de Bretagne, c'est le symbole de la souveraineté politique de point du roi sur le royaume de Bretagne, Nominoé, Erispoé, Salomon, Alain le Grand, du duc sur le duché de Bretagne, d'Alain Barbe-Torte, à Anne de Bretagne, elle est inaliénable, c'est une couronne fermée, c'est le symbole de la communauté publique et de l'intérêt commun, dont le roi de Bretagne était le gardien, des Nominoés, dont le duc est le gardien. L'héritage se fait dans l'ordre de succession au trône de Bretagne, selon la coutume de Bretagne, au moment même de la mort de son prédécesseur. Cependant, il doit avoir été reconnu comme légitime duc ou duchesse par l'Assemblée nationale des États de Bretagne. De plus, il n'est investi de la puissance ducale que s'il a participé à la cérémonie de couronnement faite en la cathédrale de Rennes et revêtu de la couronne ducale de Bretagne, fermée. Ceci est dénommé le sacrement. Il est accompagné de tout un cérémonial officiel lorsqu'on désigne les termes de couronne ou de domaine de la couronne. Ces deux termes désignent la personnalité juridique du duché, distincte de celle du duc, car les biens de la couronne sont indisponibles, inaliénables et imprescriptibles. Ils ne sont ni la propriété des ducs, ni d'aucune personne de leur entourage, à plus forte raison de personnes étrangères ou de chefs d'États étrangers. L'inaliénabilité des biens de la couronne de Bretagne, le duc-duchesse, ainsi que nulle autre personne, ne peut en faire une donation, ni la proposer en héritage, ni faire une vente. Il ou elle ne peut pas disposer librement des biens de la couronne de Bretagne, et spécialement du duché de Bretagne qui en est le bien le plus précieux car il est la propriété de la nation bretonne, du peuple de Bretagne. Il ne peut se faire sans le consentement express de l'ensemble de la nation, ceci sans usage de la force, ni dol, ni corruption, car dans le cas contraire serait déclarée nulle, dévolution de la couronne de Bretagne. Elle se transmet uniquement par la coutume de Bretagne, personne ne peut s'arroger le pouvoir de la céder ou de l'engager à une puissance étrangère. Elle est indisponible. Elle est transmise aussi bien aux hommes qu'aux femmes à condition d'avoir été reconnus comme légitimes héritiers. Un régent à titre de tuteur peut être nommé en cas de minorité du duc-duchesse. Il ne faut pas confondre le domaine ducal public et le domaine privé du duc. A. Le domaine de la couronne ducale de Bretagne. C. Le domaine public royal, puis ducal, comme la couronne. Il est inaliénable et indivisible. Il ne peut être distribué et imprescriptible. Le duc, ou le roi anciennement, ne peut en disposer. Ce n'est ni le royaume, ni la couronne mais c'est l'ensemble des moyens qui sert à sa fonction. Le domaine de la couronne est sous la royauté, ou sous les ducs, l'ensemble du patrimoine qui est attaché à la souveraineté et qui est considéré comme public et inaliénable. Il s'oppose donc au domaine privé et étranger. Les revenus du domaine servent au fonctionnement de l'État. Il est fait de deux éléments. 1. Domaine corporel, le sol et le sous-sol national de Bretagne, les routes, les rivières, les canaux, ports, les rivages, les forêts, les fortifications, l'arsenal ducal, terres, forêts, châteaux, etc., biens fonciers, les édifices publics, universités, hôpitaux, cours de justice, les dépôts d'armes, collections, étalons, fisc, supériorité de la justice et de la propriété, les noms et appellations publiques et aussi créances, bijoux, biens mobiliers, etc.,
saisie des seigneuries incorporées, pour lèse-majesté, etc. En 1420 le duc Jean V est fait prisonnier par Olivier de Clisson, aussi l'apanage des Pensivres est réuni, au domaine ducal pour haute trahison envers le duc. La sentence définitive est donnée le 16 février 1425 à Vannes. En 1448, Jean de Pensivre, sire de l'Aigle, sollicita l'indulgence du duc François qui lui rendit le comté à condition qu'il abdiquât ses droits éventuels sur le duché, dans une lettre contenant engagement pour lui et ses ouards, héritiers, de ne jamais se prévaloir de leurs droits successoral. Son héritière fut Nicole de Blois-Pensivre qui épousa Jean de Brosse, seigneur de Boussac, maréchal de France. En 1465 François II confisque à nouveau l'apanage de Pensivre car Jean de Brosse tenait le parti du roi, contre le duc qui faisait partie de la Ligue du bien public. Nicole vend au roi un titre qui n'a plus aucune valeur pour 50 000 écus. 2. Domaine incorporel, ce sont les prérogatives régaliennes, droit de justice, droit d'épave, d'aubaine, de déshérence, de monnaie, ce sont les droits féodaux et fiscaux, taxes, péages, traites. B. Le domaine privé du duc, ou du roi de Bretagne, c'est l'ensemble des biens appartenant personnellement au duc ou à la duchesse de Bretagne, dont il touche personnellement des revenus. Les rois de France à la fin de la branche des Valois, mort d'Henri III, sont de fait de facto des usurpateurs, car le domaine ne peut être distribué malgré que par la loi du 22 novembre au 1er décembre 1790. Le domaine de la couronne française devient le domaine national par la proclamation que la faculté d'aliéner, attribut essentiel du droit de propriété, réside dans la nation, annexe par les faits la Bretagne comme colonie. Le duché de Bretagne, et le royaume de Bretagne à compter de Nominoé, c'est la dénomination de l'État breton. C'est le territoire exclusif de la souveraineté, c'est une réalité juridique et politique. Le duché n'est pas la propriété de la couronne et le duché ne se confond pas avec le domaine de la couronne. Le duc-duchesse de Bretagne, ou le roi de Bretagne, c'est le souverain du pays, ou chef d'État, en tant que monarque. Il incarne la souveraineté politique du pays, par son couronnement à Rennes, il est le garant de l'indépendance de la Bretagne vis-à-vis des autres États d'Europe. Par l'article 336 de la coutume de Bretagne, le duc ou duchesse légitime, en tant que souverain, peut modifier le droit coutumier soit pour le cas de mauvaise coutume ou pour la défense du pays, car il n'y a personne de supérieur au-dessus de lui, par modification de la succession au trône ducal entre mâle et fille, ou par héritage testamentaire du duc-duchesse, sans en référer au baron. Mais généralement il prend l'avis des États ou leur accord car les femmes peuvent succéder, comme chef de l'État. Il n'y a pas de loi salique, qui est une loi étrangère française. Il commande tous ses seigneurs directement et sans qu'il n'y ait de supérieur à lui par la grâce de Dieu uniquement. C'est le chef de l'État ducal. Il est le premier officier et magistrat du duché. Il exerce le pouvoir législatif en partage avec les États au sein de l'Assemblée nationale de Bretagne. Les lois fondamentales du duché, ou royaume breton, depuis ses origines le royaume, puis duché de Bretagne n'a pas de constitution écrite proprement dite. Elle est orale et coutumière et est soumise à un corps de principes de droit public impératif, dénommé droit public de Bretagne, et consacré par l'usage coutumier. L'attribution du pouvoir et son exercice sont réglés par la coutume de Bretagne et les constitutions du duc, qui peut réformer les mauvaises coutumes publiques. Article numéro 336. Par exemple pour la succession au trône des mâles ou femelles, ou si le duché est en danger, sans même l'accord des barons. Cependant il demande généralement l'accord des États. Certains ducs ont cependant réformé une partie du droit public de Bretagne généralement au début de leur règne par des actes constitutifs, qui sont nommés Constitution du duc, qui réforment la justice ou l'administration dans le duché, mais aussi la dévolution de la couronne. Les dernières constitutions sont celles du duc François II, et celle d'Anne de Bretagne par le traité de Nantes, en 1499, qui définit le statut légal de la Bretagne, par un acte confirmatif de Louis XII. Pour ce qui concerne la justice et le droit privé, des coutumiers, lois du duché, sont rédigées et appliquées par les cours de justice et juridictions bretonnes, ce que l'on appelle la ancienne coutume de Bretagne, puis l'ancienne coutume de Bretagne, puis la coutume de Bretagne. La succession au trône, depuis les constitutions, années, de François II avec l'accord des États,
les filles peuvent accéder directement comme chef de l'État. Ces deux filles, Anne et Isabeau, ont été reconnues toutes les deux comme duchesses légitimes héritières du duc de la principauté de Bretagne. Anne de Bretagne modifie elle aussi l'accession au trône par le traité de Nantes en 1499. Dans son contrat de mariage, elle indique que ce sera le second enfant qui héritera du duché, pour séparer définitivement les deux couronnes. Les mâles accédaient en priorité aux plus proches de la lignée des descendants des rois de Bretagne et les filles succédaient à défaut de mâles. Il n'y a jamais eu de loi salique en Bretagne, c'est une loi étrangère. Le droit de représentation, un descendant d'un défunt, même à un degré lointain, peut demander l'héritage du défunt, par représentation de celui-ci, même s'il avait renoncé à la succession de son vivant. Selon les coutumes générales du pays et duché de Bretagne et usements locaux de la même province, les notes de Pierre Évin, les arrêts, la étiologie de Messire Bertrand d'Argentré, par A.M. Paulin du Parc, tome 3. Rennes 1748 Guillaume Vetter page 655-658 des successions de représentation à l'infini, si elle est bornée au 9e degré. Le mot de représentation est inconnu dans l'ancien droit de Bretagne. Il semblerait qu'il soit apparu avec la maison de Dreux et Pierre Mauclerc, et qu'elle n'existait pas du temps des premiers rois et ducs de Bretagne. 2. D'Argentré. Étiologie, ancienne coutume, article 559. Cet article est la même chose que ce que l'auteur a rédigé touchant la représentation. Elle a lieu à l'infini. D. Contre le droit romain. Cependant, on voit par tous les articles copiés de la très ancienne coutume, que dans le temps qu'elle fut compilée, on ne connaissait pas le mot de représentation, puisqu'on n'aurait pas manqué de l'employer, pour éviter beaucoup de circonlocutions. On ne connaît point de troisième genre de partage, qu'on appelait de préciput fans avantage, c'est-à-dire que l'aîné n'avait que le préciput sans avoir d'autre portion que la portion égale. Il semble que la représentation fut importée de coutumes du sud du royaume, ou jusqu'au 9e degré confusion selon B. d'Argentré, 4, pourvu qu'il vienne et soit de l'estoc et ramage. Il faut donc lignage et ramage. Ainsi la lignée maternelle ne succède pas au bien de la lignée paternelle, et vice-versa. On explique ici les mots de ramage ou branchage, qui vient d'un certain terme, par rapport aux choses. Il les détermine, et fixe ce qui est paternel et ce qui est maternel, à l'effet qu'on ne succède qu'autant qu'on est de la ligne paternelle ou maternelle d'où viennent les biens. Il ne s'en fait jamais confusion, selon les coutumes générales du pays et duché de Bretagne et usements locaux de la même province, les notes de Pierre Évin, les arrêts, la étiologie de Messire Bertrand d'Argentré, par A.M. Paulin du Parc, tome 3. Rennes 1748 Guillaume Vattard, sur la dévolution fils ou fille cadet, puis né, deuxième enfant. François II en 1481 avait déjà inséré une clause dans le projet de mariage de sa fille, Anne, avec l'Angleterre. Dans le traité de Nantes de 1499, la dévolution est de plus perpétrée aux générations suivantes. Les enfants mâles ou filles y succéderont afin de bien séparer les deux couronnes. Le roi ou successeur ne pouvait plus prétendre à aucun droit sur le duché. Le contrat, de 1499, était donc remarquablement rédigé pour faire naître une lignée ducale distincte, un duché autonome. Les ambassadeurs de Bretagne, issus généralement du clergé, ce sont les représentants de la nation bretonne auprès des autres États d'Europe. Ils négocient des traités avec les chefs d'État, rois, ducs, des autres nations et leurs représentants, leurs ambassadeurs, et directement avec les ambassadeurs du pape, de Salomon, à Anne de Bretagne. Généralement les traités sont négociés en latin, langue internationale, ou dans les deux langues des parties au traité pour qu'il n'y ait pas de confusion sur les termes employés. L'Église bretonne. Le duché de Bretagne est un État chrétien d'obédience directe du pape, depuis le schisme du roi Nominoé, avec l'Église chrétienne. En effet, celui-ci a nommé directement ses propres évêques et créé l'archevêché de Dole, pour ne plus dépendre de l'Église de Tours, qui était favorable aux ennemis français. Il crée l'Église de Bretagne, qui avait des pratiques issues des 5 d'origine brito-celtique, d'Irlande ou d'Écosse des premiers pasteurs chrétiens. Elle est séparée de l'Église de France, car elle est issue directement de l'Église sous les empereurs romains en Armorique et des pasteurs au sein de l'île de Bretagne, avant qu'il n'existe des papes, et qui ont migré avec leur charge en Armorique lors des diverses migrations des Bretons.
les Bretons se sont opposés, et fait une protestation officielle notariée, au concile de Bâle, comme n'étant pas concernés, comme n'ayant pas eu l'accord d'Anne de Bretagne, la régence, en cas de minorité du prince, ou princesse, susceptible de gouverner le pays, la duchesse en titre, ou le prince consort, sont les garants de l'autorité et des droits du jeune prince-princesse qui sera le futur duc-duchesse. La tutelle, c'est généralement le père ou la mère de l'enfant selon la coutume de Bretagne et en Bretagne qui obtient la tutelle, afin de préserver les intérêts et les droits de l'enfant mineur, mâle ou fille. Le prince consort, c'est un prince, ou princesse, étranger qui n'a aucun bien, ni aucun droit en Bretagne sur le duché. Il n'est que l'époux, ou épouse, et généralement il porte le titre qu'il détient à l'étranger, exemple le comte Geoffroy ou Pierre Mauclerc qui ont un titre de noblesse en France, donc en dehors du duché. On lui consent à porter le titre de duc, avec l'accord des États, mais à simple titre d'usufruit, de son vivant. Il est obligé d'obtenir le consentement de son épouse, duchesse, ainsi que des barons et des États pour tout acte de droit public. Si le prince consort rend un hommage lige au roi de France ou d'Angleterre, c'est uniquement pour les terres et par le titre qu'il détient à l'étranger en tant que vassal du roi, Geoffroy en Angleterre, Pierre Mauclerc en France. Donc, ils ne peuvent pas engager le duché dans l'hommage qu'ils rendent car ils ne sont rien en Bretagne, pas même propriétaires du duché qui appartient à la duchesse ou au duc, même si celui-ci, ou celle-ci est mineure, et s'ils le font, il n'a aucune valeur. Les institutions publiques, le Grand Conseil de Bretagne, le Parlement général ou Grand Jour de Bretagne, les États de Bretagne, c'est l'Assemblée nationale du pays. Elle est composée de la noblesse, seigneur garant de l'Ouest et dû au duc pour la défense du pays, le clergé, l'Église chrétienne de Bretagne, les représentants du pape, le tiers-État, les bonnes villes de Bretagne, les villes les plus importantes du duché. Il ne faut pas confondre l'union personnelle et l'union réelle. L'union personnelle, unio civitatum personalis, élément de droit, en aucun cas une union personnelle n'est une union réelle de territoire. Il ne faut pas confondre le mariage entre prince, roi, reine, duc, duchesse, qui est un contrat de droit privé, et les territoires qu'ils administrent, et les éléments des contrats, traités, conventions de droit public qu'ils acceptent de signer, après avoir été négociés par ambassadeurs. En effet, au point de vue du droit international, il y a une distinction entre l'union personnelle, exemple Anne de Bretagne et Louis XII, à Nantes, en 1499, deux chefs d'État s'unissent, par un mariage de droit privé, pour gouverner deux États sous une même personne, ou couronne. Mais chaque État garde ses propres institutions et gouvernements. Il s'agit d'une alliance politique personnelle, c'est-à-dire rattachée aux deux personnes et non pas une union des deux territoires. La mort d'un ou des deux souverains met fin à l'union personnelle, et chaque État retrouve sa pleine et entière souveraineté avec des chefs d'État distincts sous deux couronnes distinctes. Plusieurs publicistes sont peu précis. Ils n'ont pas distingué avec la net et indispensable le cas de changement du gouvernement intérieur d'un État de celui de l'absorption de tout ou partie d'un État par un autre État. Les deux cas sont absolument dissemblables, c'est au cas seulement de changement de dynastie, mort du souverain, ou de gouvernement que se réfère la distinction admise entre 1. Les traités personnels, et 2. Les traités réels. 1. Les traités personnels ou union personnelle, un souverain par les circonstances de l'histoire, devient chef de deux territoires distincts. Ils sont gouvernés, sous une seule couronne, momentanément par le même souverain jusqu'à son décès. Exemple, traité de Nantes de 1499, ils sont conclus en faveur de la personne d'un monarque, d'une dynastie, ou d'une certaine forme de gouvernement, prennent naturellement fin par le décès du monarque, par le changement de dynastie ou de forme de gouvernement, a fortiori par la disparition de l'État lui-même. Ils ne sont pas transmissibles à un roi successeur, ni à un autre État. Au décès, chaque État se sépare à nouveau en ayant chacun son propre souverain selon les clauses de l'accord. Car il s'agit d'une union entre personnes et non d'une union de territoire. De pareils traités sont rares à notre époque, mais ils étaient nombreux au XVe siècle et suivants, voir les nombreux cas, tapez « union personnelle » sur Internet, voir ouvrage de droit international. 3. L'union personnelle, unio civitatum personalis n'est pas une union de territoire.
La situation où deux États théoriquement distincts l'un de l'autre ont à la suite de hasards historiques le même chef d'État, par exemple par une union de personnes, ou de couronnes. Les règnes sont bien exercés par le même chef d'État qui agit tantôt au nom de l'un des États, tantôt au nom de l'autre. Exemple, le duché de Bretagne gouverné par sa souveraine Anne de Bretagne en 1499 est en situation d'union personnelle lors de la signature du traité de Nantes de janvier 1499 et de la Convention de droit public. Pour son mariage avec le roi Louis XII, le duché et le royaume sont gouvernés temporairement par la couronne de France. Anne de Bretagne gouverne son duché et le roi contresigne. La mort des souverains mettant fin à l'union personnelle, chaque État doit retrouver un souverain particulier, au point de vue des droits. B. L'union réelle. Les deux États ont une organisation politique identique et politique étrangère unique, même chef d'État qui agit au plan international pour les deux en même temps. Exemple, Union austro-hongroise en Bretagne, l'union réelle ne s'est réalisée de fait, uniquement en 1790 car toutes les lois et administrations sont devenues identiques sur les deux territoires. Par l'annexion définitive comme colonie française, de fait, de facto, par le non-respect des traités Pacta sunt servanda, et non de droit voir Jules Michelet en 1831, ou Louis Mélènec en 2006. C. Confédération ou fédération, Suisse, USA, Allemagne, voir les ouvrages de droit international public, notion, sur les contrats et traités. Tout traité en vigueur et les parties doit être exécuté par elles de bonne foi. Les traités n'ont pas de limite, sauf s'ils sont dénoncés. Un acte contraire est considéré comme une dénonciation. Les contrats et conventions signés sont réputés être réalisés, sans corruption, ni dol, ni force, ni menace sous peine de nullité de l'accord signé. L'accord est supposé être fait de bonne foi et oblige chaque partie qui en doit respecter les termes et clauses. Pacta sunt servanda, les pactes sont respectés. S'il y a une seule violation d'une clause, l'accord est rendu nul et la partie qui en a subi la violation n'est plus liée à l'accord. Il y a un retour à la situation antérieure, ou au dernier traité signé, Nantes 1499 pour les Bretons. Le fait de non-respect d'un traité pour cause de changement de forme de l'État, exemple, passage d'une monarchie à une république en 1789, n'est pas recevable car il y a une continuité de l'État et des traités. Celui-ci est donc obligé de respecter les traités antérieurs signés par les autorités précédentes. Si le nouvel État ne les respecte pas, ils sont rendus nuls. Exemple, 1532, les parties qui s'écartent unilatéralement des obligations d'un contrat mettent fin à ce contrat, soit par dénonciation, soit par un agissement unilatéral contre le contrat. À charge pour la partie lésée d'aller au contentieux devant une cour supérieure, internationale. L'habilitation, les accords doivent être conclus uniquement par les personnes habilitées et légitimes, chefs d'État, ambassadeurs, sinon ils sont rendus nuls. Les formes doivent être respectées. La négociation, ils doivent être négociés généralement par des ambassadeurs, de part et d'autre, afin que chaque partie y trouve avantages et inconvénients à égalité et non pas qu'une partie s'arroge tous les avantages et l'autre partie tous les inconvénients. La protestation officielle est un élément d'opposition à une situation de fait. Elle permet de préserver les droits d'un État, ou d'une partie à un traité. Elle permet de dénoncer des actes illégitimes et illégaux, au plan international, afin de pouvoir acter en justice. Elle est un acte de confirmation des droits d'une partie. Le fait de ne pas s'opposer est considéré comme partie ayant accepté la situation par le silence. Différence entre privilèges ou droits. Dans plusieurs chartes, édits ou lettres patentes, données par les rois depuis l'union à la couronne, touchant les droits de la Bretagne, on les a qualifiés ajustement de privilèges. Quelquefois on a joint ce mot à ceux de droit et de franchise, souvent on l'a employé seul, on a même avancé que ces privilèges avaient été accordés par les ducs de Bretagne, assertion aussi peu juste dans le fait que dans l'expression. Qu'est-ce qu'un privilège? C'est un avantage que le prince accorde gratuitement ou à prix d'argent, mais toujours contre le droit commun. Il s'ensuit qu'une grâce de cette espèce peut être révoquée à volonté. Souvent même on l'ôte avec plus de justice qu'on ne l'a accordé. En serait-il de même des droits, franchises et libertés de la Bretagne? Ils n'ont point été accordés par les rois de France, puisque les Bretons en jouissaient avant l'union à la couronne. Ils n'ont pas plus été accordés par les ducs de Bretagne, qui, tout au contraire, tenaient des Bretons leur propre couronne.
ducal. Si ces princes ont donné des chartes concernant ces droits, ce sont des chartes de confirmation ou de reconnaissance. On n'en citera aucune de concession, à quelque époque qu'on veuille remonter. Aussi, les droits dont il s'agit sont nés avec la nation bretonne. Ils sont aussi anciens qu'elle, ils dérivent essentiellement de son propre gouvernement, et, bien loin qu'il lui ait été accordé contre le droit commun, ils ont toujours formé et forment encore aujourd'hui le droit commun. Le droit public de la Bretagne. Le droit public de Bretagne est à l'opposé du droit public de France, dont nous n'expliquerons pas les éléments étrangers et constitutifs. Puisqu'il ne concerne pas le duché de Bretagne, rappel bref du contexte en Bretagne, Bretagne et indépendance. Le royaume de Bretagne depuis nominaux 845 à 945, les rois de Bretagne, le duché de Bretagne de 945 à 1532, les ducs de Bretagne, 1469-1488, François II duc de Bretagne, chef de l'État breton, 1481 le duc signe des traités d'alliance avec le roi d'Angleterre Édouard IV, 10 mai, et Maximilien, 16 avril, contre le roi de France Louis XI. 1488 bataille de Saint-Aubin-du-Cormier contre l'ennemi français, le roi Charles VIII, 1. 1488-1491, Anne de Bretagne, duchesse, souveraine du duché de Bretagne, chef de l'État, 1490-1491, union personnelle d'Anne avec Maximilien roi des Romains, prince consort, 1491-1498, union personnelle, Anne, sous la couronne de Charles VIII, prince consort, 1498-1499, restauration de la souveraineté par Anne, sur son duché dès le deuxième jour de la mort du roi, le 9 avril, chancellerie, conseil ducal, réunion des États, monnaie, de toutes ses prérogatives régaliennes. Nomination de Philippe de Montauban son chancelier, Guillaume Guegan vice-chancelier, et 6 maîtres des requêtes. Nomination des militaires, etc. 1498 première monnaie en or datée, un écu d'or avec la date 1498, émise au duché de Bretagne, Anne avec les symboles de souveraineté et justice datés seulement en 1547 sous Henri II en France, le statut légal de la Bretagne, janvier 1499, traité de Nantes, 2 actes, c'est toujours le statut légal de la Bretagne, 1, selon la borderie Pocadu au Jussé, Histoire de Bretagne volume 5-6, pages 5 et 6, chapitre 3. Le statut légal de la Bretagne. L'acte authentique qui réglait le droit public de la Bretagne était encore le contrat de mariage de la reine Anne avec Louis XII. Or cet acte assurait l'indépendance du duché, car il stipulait formellement qu'Anne de Bretagne, duchesse souveraine et légitime chef d'État, en conservait personnellement la propriété, et que celle-ci passerait non pas à l'héritier du trône de France, mais au second fils, ou fille, qui naîtrait du mariage entre Anne et Louis, la pleine propriété revenant aux héritiers naturels de la reine, Anne, page 5-6. Même après le mariage entre François Ier et Claude, l'union était accomplie, mais elle n'était encore qu'une union personnelle, entre 2 souverains, l'incorporation légale, constitutionnelle au royaume, n'était pas faite, c'est-à-dire l'union réelle. 2. Selon Elmélènec, historien diplômé de droit public et privé, le texte qui régit les relations juridiques entre la Bretagne et la France et reste le traité régulièrement conclu le 7 janvier 1499 par Anne de Bretagne et Louis XII. Lors de leur mariage à Nantes, les 2 souverains exprimant dans ce texte, discuté, négocié, paraphé, la volonté de leurs peuples respectifs et en leur nom. 3. Il constituait véritablement une charte constitutionnelle pour la Bretagne, sous la forme d'une convention, de droit public, en 12 articles au bas desquels la royauté avait mis sa signature. 4. Les prétentions de la couronne de France sont annulées par la mort de Charles VIII et par le traité de Nantes, vu que la clause de cession des droits, contrat de 1491, s'est réalisée uniquement au profit d'Anne de Bretagne, qui retrouve l'intégralité de ses prérogatives régaliennes sur le duché. 1499-1514, union personnelle entre Anne et Louis XII, qui gouvernent chacun leur État, Anne souveraine pour le duché, et Louis XII pour son royaume de France. Les 2 États sont sous la protection de la couronne du roi, qui contresigne les actes faits par Anne, janvier 1514,
Décès d'Anne de Bretagne. Le 25 octobre 1514, Louis XII, usufruitier, donne le pouvoir d'administrer la Bretagne au jeune François d'Angoulême, époux de Claude duchesse de Bretagne. Janvier 1515, décès de Louis XII. François d'Angoulême, prince consort, devient roi, sous le titre de François Ier. 1515-1524, Claude duchesse de Bretagne. Claude perdait le droit au titre de duchesse en devenant reine, clause du traité de 1499. En 1523, les recettes du duché sont de 500 000 livres. Cela représente le 1/4 du budget du royaume de France. On comprend mieux ainsi la volonté de s'en emparer en 1524. Mort de Claude, le roi François Ier a décidé de s'emparer de ce trésor fiscal pour augmenter la puissance de son royaume par un coup d'État qu'il réalise en 1532. Claude, sa première fille, faible de caractère, ou idiote, est duchesse du temps de Louis XII, mais laisse François Ier gouverner la Bretagne. Elle meurt en 1524, 2 mois après avoir fait un testament en faveur du dauphin, le fils aîné. Elle meurt le 30 juillet, par chance pour le roi, influençable, elle semblait détruire la volonté de sa mère, Vannes. Les États sont réunis le 24 septembre 1524. Ils protestent contre l'intitulé de la convocation du roi, et le font notifier 3 jours après par une protestation officielle devant notaire, à savoir que l'obéissance faite au roi, par les Bretons, doit céder au profit de leur droit, à avoir leur vrai et naturel seigneur, Henri, comme duc. Ils veulent Henri, le deuxième enfant, comme stipulé en 1499 et non pas le dauphin qui est appelé à régner sur le royaume. François Ier avait spolié Renée, la deuxième fille d'Anne de Bretagne, en l'écartant du pouvoir car il mettait la main sur la tutelle, en se déclarant protuteur, alors qu'il n'était pas son père. Il avait dépouillé totalement la mineure en 1518. Lors du contrat de mariage de Renée réalisé par Duprat, celui-ci lui ayant fait abandonner ses droits au profit des 2 enfants du roi, le dauphin François et Henri, alors que Louis XII avait réservé les droits de Renée, héritière présomptive du duché, Bretagne et autonomie, ou protectorat sous la couronne du roi. Le coup d'État de François Ier, et le faux traité de 1532, confirmé par Louis Mélènec. Le faux traité de 1532 dit d'union de la Bretagne et de la France. L'imposture du mois d'août 1532, longtemps considérée comme un accord entre 2 puissances souveraines, est aujourd'hui analysée clairement comme ce qu'elle est, un montage imposé par la France, sous la menace, dont la seule évocation indigne toute la Bretagne 5 siècles plus tard. On donne ainsi à l'union, à la couronne, la forme, l'apparence, d'un contrat synalagmatique. De 1532 à février 1790, Renée, deuxième fille d'Anne de Bretagne est spoliée de ses droits, voire traité de Nantes 1499, le roi François Ier fait un coup d'État, avec l'aide de quelques traîtres. Les mêmes familles corrompues du traité de Montargis, contre le duché et s'emparent du trône de Bretagne au profit de son premier fils par un texte rédigé qu'il impose par l'intermédiaire de son lieutenant, Montejean, en remplacement du jeune gouverneur Jean de Laval-Châteaubriand qui ne se présente pas pour proposer l'union car le roi lui ayant versé la somme de 18 000 livres. Les États de Bretagne sont réunis à Vannes, le 4 août 1532, à une époque inhabituelle. Une partie des Bretons s'oppose à l'union et au lieutenant du roi Montejean. Parmi ces Bretons notamment les députés nantais, Julien Le Beauzèche et Jean Moteil, qui protestent et s'opposent. Ils expliquent que cette chose si importante n'était pas à l'ordre du jour, qu'ils ne sont donc pas mandatés. Ils demandent à consulter la population et refusent les ordres du lieutenant du roi qui est armé et botté. Celui-ci les menace, et ordonne à l'Assemblée d'accepter les ordres du roi comme devenu propriétaire de la Bretagne, par la mort de Claude. Cependant il ne peut être fait de donation au mari dans la coutume de Bretagne. Il n'est donc qu'usufruitier, ce que les États lui avaient rappelé. François Ier installe ses 2 fils François III, puis Henri II, en lieu et place de Renée, fille mineure, qui était seule héritière légitime, dépouillée par Duprat qui lui a fait abandonner en 1518. Quoique mineur, il également ses droits à leur profit, 1566. Édit du roi Charles IX en la ville de Moulins, qui définit le domaine royal, ne fait pas mention de la Bretagne, comme incorporée au domaine de la couronne, selon Jacques de la Guesle, dans ses remontrances à la reine, 1611. Le duché de Bretagne,
semble de prime facie contraire à la définition du domaine contenue en l'ordonnance de Moulins de l'an 1566, par laquelle le domaine de la couronne est entendu celui qui est expressément uni, consacré et incorporé à Icelle, celle-ci, ou qui a été tenu et administré par les receveurs et officiers du roi à l'espace de 10 ans, de sorte que cette ordonnance ne faisant aucune mention de cette union taisible, de 1532 avec la Bretagne, on pourrait estimer être plutôt d'opinion, et d'un ou de deux exemples, que de plein droit, 1566-1567, vol des registres des États, procès-verbaux et autres pièces des États de Bretagne, par l'avocat du roi Jean Provost qui vient les faire saisir. Il était venu chercher des documents qui compromettaient son frère Philippe Provost et autres personnes dans un détournement d'argent public en Bretagne. Il en profite pour saisir et dérober les registres des États des années 1532 qui ne concernaient pas les malversations de son frère. 1570. René avait commencé à intenter un procès contre le roi Charles IX, à rapprocher du vol des registres par l'avocat du roi. Un accord sera fait à Villers-Cotterêts en décembre 1570. 1582. Censure du livre de Bertrand d'Argentré où il explique que l'acte d'union est entaché de nullité pour cause de force, dol, et corruption. Le procureur du roi de la Guesse saisit l'ouvrage et le fait détruire. 1588. Assassinat d'église à Blois et alliance contractée par Henri III avec le roi de Navarre, protestant. Le duc de Mercœur et l'Église étaient dans la Ligue catholique contre les protestants. 1589. Mort d'Henri III, fin de la branche masculine des Valois, roi de France descendant de Claude, fille aînée d'Anne de Bretagne. Jacques de la Guesle, le procureur du roi, est suspecté d'avoir fait assassiner le roi par un moine. Henri III avait donné le gouvernement de la province de Bretagne à Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur. Le duc avait épousé Marie de Luxembourg, héritière de Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre du chef de sa mère Renée de Brosse, descendante de Charles de Blois. Marie avait des prétentions à la couronne de Bretagne, par droit de représentation. Mercœur entrevoyait la couronne ducale de Bretagne, malgré l'acte d'union de 1532, en faisant valoir les droits de la duchesse sa femme, en même temps que Philippe II, roi d'Espagne, convoitait la même couronne pour l'infante Isabelle, petite-fille de Henri II. Beaucoup de catholiques bretons prirent parti pour l'infante Isabelle d'Espagne, se méfiant de Mercœur. Dès le 10 avril 1589, Henri III avait retiré à Mercœur sa charge de gouverneur en Bretagne et l'avait remplacé par le comte de Soissons, puis par Henri de Bourbon, prince de Dombes, fils du duc de Montpensier. Le château de Josselin fut pris, au traître Rohan, par les ligueurs catholiques, et René d'Arradon y vint chercher le canon nécessaire à l'artillerie pour le siège d'Hennebon. Le château de Josselin constituait une des principales places d'armes de Mercœur dans sa lutte contre la royauté et dans sa tentative de se tailler en Bretagne une principauté indépendante. Fin 1589, Bertrand d'Argentré, avant de mourir, pendant la ligue entre catholiques et protestants, fait parvenir un mémoire au roi d'Espagne ainsi que 4 pièces en annexe concernant la nullité de l'acte de 1532 à Vannes. Revendication de la Bretagne par le duc de Mercœur et le roi d'Espagne par droit de représentation et pour cause de nullité du prétendu acte d'union de 1532, dans le courant de 1589, à la suite de la demande de secours en hommes, en munitions et en argent que lui fit parvenir le duc de Mercœur pour soutenir la cause catholique en Bretagne. Philippe II, à son tour, revendique la couronne ducale de Bretagne pour sa fille aînée, l'infante Isabelle. Il accrédite l'ambassadeur Diego Maldonado auprès de Mercœur. Le roi d'Espagne a à ce sujet des correspondances secrètes avec Georges d'Arradon, car Georges compose, lui aussi, pour la cour d'Espagne un mémoire, en latin tendant à démontrer que certains agissements avaient entaché de non-validité l'acte d'union de la Bretagne à la France de 1532. D'Arradon espérait sauver la cause catholique et la Bretagne, avec ses 4 frères qui partageaient ses convictions. Mercœur fit semblant d'être en faveur du roi d'Espagne et accepta que la duchesse de Lorraine, sa femme, descendante de Charles de Blois, écrive à l'infante le 10 janvier 1591. 1648 paix de Westphalie, la Bretagne, un enjeu entre l'Espagne et la Savoie pour gouverner le duché de Bretagne, contre la France et son coup d'État de 1532. Négociations secrètes touchant la paix de Münster et d'Osnabrück, contenant les préliminaires,
Instructions, lettres et mémoires de ces négociations commencées en 1642 jusqu'à la conclusion de la paix en 1648. Mémoires et instructions pour les négociations de Münster. Quelles sont les prétentions du roi d'Espagne sur la Bretagne? Le roi d'Espagne prétend que la Bretagne lui appartient comme héritier d'Isabelle, sa tante, gouvernante des Pays-Bas, fille d'Élisabeth de France, qui était sœur de Henri III. Il représente, fait savoir, qu'Anne de Bretagne, fille du duc François II, dernier duc de Bretagne, fut mariée à Charles VIII, et depuis à Louis XII, que de ce mariage sont issues deux filles, Claude et Renée. Claude l'aîné fut marié à François Ier, roi de France, et eut en dot le duché de Bretagne. De ce dernier mariage sont issus François II, qui fut couronné duc de Bretagne, et mourut du vivant de François Ier, Henri II, qui succéda à la couronne de France, et au duché de Bretagne, sans y être couronné, fut marié à Catherine de Médicis, et François II, Charles IX, Henri III, qui moururent sans enfants, ainsi que des filles nommées Élisabeth, Claude et Marguerite de France. Élisabeth fut mariée à Philippe II, roi d'Espagne. De ce mariage est venue Élisabeth, ou Isabelle, infante gouvernante des Pays-Bas. Cela posé, ceux qui soutiennent les droits d'Espagne disent qu'à Élisabeth appartenait le duché de Bretagne comme héritière de Henri III, par représentation d'Élisabeth sa mère, étant hors de doute que la représentation a lieu en la coutume de Bretagne, que cette succession ne lui peut être contestée, d'autant que par le contract de mariage d'Élisabeth avec Philippe II, il y a clause de renonciation seulement aux successions directes, mais non pas aux collatérales, ainsi que le duché de Bretagne ayant appartenu à Henri III, non point comme un domaine de la couronne de France, mais comme venant en ligne directe de sa bisaïeule Anne de Bretagne, qui avait été mariée à Louis XII. Élisabeth a eu un titre bien légitime pour prétendre que le dit duché lui appartenait, et ensuite le roi d'Espagne, à présent son neveu et successeur, suite au décès d'Isabelle en 1633, dessous les instructions et objections secrètes que les ambassadeurs français doivent faire contre les revendications de l'Espagne ou de la Savoie sur le duché de Bretagne, lors des négociations de Münster, le droit de représentation, un descendant d'un défunt, même à un degré lointain, peut demander l'héritage du défunt, par représentation de celui-ci, même s'il avait renoncé à la succession de son vivant, selon les coutumes générales du pays et duché de Bretagne. Si elle est bornée au 9e degré, toutefois, le mot de représentation est inconnu dans l'ancien droit de Bretagne. Il semblerait qu'il soit apparu avec la maison de Dreux et Pierre Mauclerc, 1675. Les bonnets rouges, paysans bretons se soulèvent contre les nouvelles taxes du roi sur le tabac et le papier timbré, création du Code paysan, 1707. Dom Lobino publie l'histoire de Bretagne, avec les droits, franchises et libertés des Bretons, ce qui relance les États de Bretagne contre le pouvoir du monarque et de ses ministres. 1717. Les États de Bretagne sont assemblés à Dinan et résistent au maréchal de Montesquieu qui dissout l'assemblée qui lui résiste, et qui dit des Bretons qu'il faut ôter de l'esprit de cette province qu'ils ont des droits particuliers et qu'ils sont indépendants du royaume. 1718. Le 3 janvier, une remontrance est votée, et le Parlement breton envoie une députation au roi et au régent pour leur rappeler les droits des Bretons et du pays de Bretagne, d'un ton plein de menaces, le lien qui unissait la Bretagne à la couronne, et non pas au royaume, et rappela que la forme essentielle de son gouvernement fut rendue à la Bretagne en rassemblant, à nouveau, les États. Pendant ce temps, les villes de Bretagne refusaient de verser l'impôt de Saint-Brieuc à Nantes et de Brest à Rennes. Les Bretons créent l'association patriotique bretonne qui déclare le traité d'union nul et caduc car la France a rompu les clauses de l'accord. On fait signer un mémoire acte d'union pour la défense des libertés de Bretagne. 800 membres de la noblesse y sont signataires. Le 16 septembre 1718, la résistance et la conspiration de Pont-Callec, 4 décapités à Nantes, place du Bouffay le 26 mars 1720. 1736. Convocation des États à Rennes le 12 novembre 1739, Dom Maurice publie « Histoire des ducs de Bretagne » et mémoire pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, vers 1750. Création des loges de franc-maçonnerie qui vont influencer et diriger la révolution bourgeoise de 1789 avec une vingtaine de loges en Bretagne. Vers 1772,
Les Bretons payaient 2 fois moins d'impôts, 12 millions de livres, que les provinces du royaume, dont ils ne faisaient pas partie, alliées à la couronne. 1778, Dictionnaire historique et géographique de la province de Bretagne, dédié à la nation bretonne, Jean G, Nantes, Vathar fils 4 volumes. En 1788, le Parlement de Bretagne et les États de Bretagne s'opposent au roi. En 1788, la Bretagne est une province réputée étrangère au royaume. Voir la carte des droits de traite, pays d'État et pays d'élection. 1788 à 1790, les États de Bretagne s'opposent à la violation des droits de la nation bretonne. Une réunion de la noblesse à Saint-Brieuc proteste contre le roi et s'oppose officiellement contre la volonté d'annexion française. Par un imprimé officiel, au nom des droits et libertés de Bretagne garantis par les traités signés par Anne de Bretagne, à Nantes en 1499. 1789. Les idiots qui ont participé à l'annexion de la Bretagne en montant à Versailles en abandonnant les droits de la nation bretonne, la nuit du 4 août, tel Isaac Le Chapelier, pour le poste de président de la Constituante étrangère française, car on lui avait refusé un poste au Parlement de Bretagne, qualifiant ainsi son autonomie de privilège, va mourir guillotiné en avril 1794 à Paris. Idem pour Joseph Michel Pellerin qui meurt en 1794 à Nantes, pensant que la soupe est meilleure à l'étranger, en France avec ses dettes en 1789, comme les élus bretons qui ne pensent qu'à monter à Paris, avec ses 2300 milliards de dettes en 2018, comme en 1789, tous abandonnant des droits, pour leurs intérêts personnels. Protestation officielle et opposition du président de la Chambre de vacation du Parlement de Bretagne de Rennes, Monsieur Jean-Baptiste le Vicomte, de la Houssaye, les nations ont des droits, en parlant de la Bretagne, explique-t-il le 8 janvier 1790 à l'Assemblée constituante étrangère française sur son refus d'enregistrer les lois du roi, pour cause d'atteinte à leurs droits et libertés, et de la volonté de modification des constitutions de Bretagne. Le député français Maury défend les Bretons en expliquant que si on ne veut pas respecter les traités conclus entre les deux nations, alors la Bretagne est libre de ses engagements. Protestation officielle du procureur général syndic des États de Bretagne, de Botrel qui la dépose entre les mains de M. Corollaire du Moustoir chargé de la lire à l'Assemblée constituante étrangère. De Botrel était chargé, par son serment à la nation bretonne, de s'opposer à toute modification de la Constitution de Bretagne, et de veiller à la garde des droits, franchises et libertés de Bretagne. Il fait imprimer sa protestation à Nantes pour les faire distribuer dans les villes de Bretagne, mais une grande partie est censurée par l'interception des imprimés qui sont brûlés et détruits sur ordre de l'Assemblée constituante et des milices étrangères françaises. René-Jean de Botrel, procureur général syndic des États de Bretagne, protestation officielle réimprimée à Zotenton en 1791. Pacta, sunt, servanda. Les traités sont respectés, doivent être respectés par le parti au contrat. Botrel pose, dès 1789, la base juridique des revendications autonomistes actuelles. Si pour signer un contrat il faut être deux, pour le rompre, aussi, il faut l'accord des deux co-signataires en droit international. La France rompt l'accord de 1532 et y met fin en 1790 de façon unilatérale. Cela remet en vigueur le traité de Nantes de 1499. La Bretagne, colonie française, de février 1790 à 2018. En 1790, Mirabeau était lié avec le roi dès 1789, par courrier secret. Il traite les Bretons qui défendaient la nation bretonne de pygmées et fait fermer des parlements en février 1791. René-Jean de Botrel fait à nouveau imprimer sa protestation à l'Europe, en Angleterre à Southampton, où il s'est réfugié, 1791. 31 mai Archives parlementaires, tome 26 du 12 mai au 5 juin 1791. Séance du lundi 30 mai 1791, page 626 à 628. Intervention de M. Corollaire du Moustoir à propos de la lettre de protestation envoyée à toutes les communes de Bretagne, par M. de Botrel, procureur général syndic des États de Bretagne, et protestation du 13 mai 1793-1800, résistance des Chouans de Bretagne, et Vendée militaire, contre l'occupant, les armées françaises,
dénommés les Bleus, génocide des Bretons et Vendéens, en Bretagne. Carrier crée la terreur à Nantes par des massacres et noyades dites mariages républicains dans la Loire. Les armées françaises envoient la peau des Bretons, qu'ils ont fait dépecer, dans des tanneries françaises. Ils utilisent la graisse humaine et autres horreurs pires que les nazis et Daesh. 1800, attentat contre Napoléon Bonaparte. Le 24 décembre, rue Saint-Nicaise à Paris, par les résistants bretons Georges Cadoudal et Séchouan, un baril d'explosifs contre Napoléon Bonaparte. 1831, Michelet, la Bretagne est une colonie, comme l'Alsace et les Basques, plus que la Guadeloupe, explique et écrit l'historien français Jules Michelet, en 1831 après son voyage en Bretagne, pour écrire son ouvrage sur l'histoire, dite, de France, ci-dessous, texte concernant le droit public de Bretagne, extrait de Joseph Michel Pellerin, 1751-1794, avocat à Nantes, député du tiers en 1789. Favorable à l'augmentation du nombre de députés du tiers-État et emprisonnés par l'horrible génocidaire Carrier à Nantes, au nom des lois de l'État français, transféré à Paris en prison dans de mauvaises conditions puis libéré après jugement et décédé peu après à Nantes en 1794. Joseph Michel Pellerin, complété par Age Bretagne, version octobre 2018, pour informer les étudiants de la Bretagne historique, des méfaits du colonisateur concernant l'histoire et le droit public de Bretagne, trafiqué par les historiens aux ordres. Droit public de la province de Bretagne, avec des observations relatives aux circonstances actuelles, Salus Populi, Suppema Lex Esto, 1789. Avant-propos, la supposée union de la Bretagne à la couronne, en 1532, et non pas au royaume, comme on le laisse croire, assure pour toujours à cette province la possession des droits dont elle a toujours joui. Ils ont pour appui leur justice, mais ce serait un faible secours contre les attaques de l'ambition et de la cupidité des ministres français, s'ils n'étaient pas défendus par un prince, le roi, qui a le plus grand intérêt de les protéger, puisque son autorité ne peut être entière, qu'autant que tous les peuples soumis à son empire jouiront de la liberté. Les droits constitutionnels de la Bretagne ont même pour ennemis des gens bien intentionnés, mais qui, prenant l'abus pour la chose, élèvent des doutes sur l'utilité de la Constitution bretonne. Nous avons, disent-ils, des États. En payons-nous moins d'impôts? Cependant ces assemblées coûtent énormément à la province. On ne fait pas attention que les États, de Bretagne, ne peuvent exempter le peuple des justes tributs qui sont dus au prince, au titre de la souveraineté royale, censée être protectrice des Bretons. Si ces vœux indiscrets étaient remplis, ce corps politique pourrait être remplacé par un régime de finances, qui ne serait pas moins coûteux. Les impôts ne diminueraient certainement pas, et le peuple perdrait tout, même le droit de doléance. Il est cependant essentiel qu'il ait une voix qui puisse se faire entendre parmi ces gens simples, qui sont heureusement en petit nombre. On ne doit pas mettre celui qui fit un livre, exprès pour montrer que les droits de traite en Bretagne pouvaient être augmentés à volonté, parce que, selon lui, c'étaient des droits domaniaux qui n'avaient rien de commun avec les subsides. L'extra-provinciaire Vertot était moins blâmable, quoiqu'il ait composé un long traité pour essayer de prouver que la Bretagne avait toujours relevé immédiatement ou en arrière-fief de la couronne, ce qui n'est pas sans conséquence. Car si cela était vrai, en quoi la Bretagne différerait-elle des autres provinces du royaume? Monsieur le Président Hénault n'a pas laissé de soutenir le même système, et même peut-être avec un peu trop de zèle les noms du chronologiste et de l'historien, ont entraîné les lexicographes d'histoire, de géographie, de jurisprudence, de finance, etc. Tous observent, à la vérité, que la Bretagne est un pays d'État, mais ils gardent le plus profond silence sur ses titres et ses droits, et tous répètent, d'après Monsieur le Président Hénault, que cette province était un fief en péril, relevant de la France, et que Fef Prince rendait hommage lige à la couronne. L'abbé Iraille a traité la même question dans son histoire de la réunion de la Bretagne à la France. Il ne restait plus, dit-il, que cette province de toute la puissance féodale. Il ne s'agissait pas de délibérer sur la réunion, les Bretons savaient bien qu'elle aurait lieu nécessairement, et les États de Vannes ne délibérèrent que sur la forme de cette réunion définitive, et sur la demande qu'on les obligeât d'en faire, titre de pair de France. Cependant un titre n'a jamais rien enlevé au droit. Les auteurs bretons soutiennent au contraire, que le consentement de la province,
était nécessaire pour son union à la couronne, que François II, duc de Bretagne, avait pu par son droit de souveraineté, établir, de l'avis et du consentement des États, une substitution en faveur des descendants de François et d'Antoine de Bretagne, quoique les lois de la province rejettent toute institution d'héritier, que la Bretagne formant un État distinct et séparé de la France lors de la concession de l'indult du Parlement de Paris, cette compagnie n'avait eu aucun prétexte pour vouloir étendre l'exercice de son droit sur cette province. Toutes ces assertions sont vraies et prouvées, mais on va plus loin, on en insère que la Bretagne n'a jamais été ni pu être un fief de la couronne de France, car elle n'a jamais été un démembrement du royaume des Francs, ni des rois de France, mais un État distinct formé à la chute de l'Empire romain de l'ancienne Armorique et des royaumes de Domnonée, de Cornouailles et de Bro-Waroc, Vanautais, qui lui ont succédé directement pour former la Bretagne sous Nominoé, le roi conquérant. Nous n'entreprendrons pas de concilier des systèmes si opposés, mais nous ferons voir dans une suite de faits historiques, ce qui peut avoir donné lieu à cette diversité de sentiments. Les jurisconsultes bretons n'ont point parlé des droits de la Bretagne en général, et moins encore des assemblées nationales de Bretagne. Dom Maurice a traité ces deux points, mais ce qu'il en a dit est comme perdu dans ces 3 énormes volumes, où d'ailleurs il n'est pas question de l'influence que la constitution de cette province a éprouvée de la part du gouvernement auquel elle est soumise. Dans ces circonstances, nous avons pensé qu'il serait utile de rassembler sous un point de vue les faits, les lois, et les autorités relatives aux droits constitutionnels de la Bretagne. Ce que nous dirons sera divisé en 4 sections. Dans la première, il sera question des droits régaliens des anciens souverains de la Bretagne, de l'hommage qu'ils rendaient à la France, et de la supposée union de cette province à la couronne. Dans la deuxième, des droits, franchises et libertés des Bretons. Dans la troisième, des États ou assemblées nationales, des Bretons. Dans la quatrième, des anciennes cours de justice, du Parlement, de la Chambre des comptes et autres juridictions considérées dans leur rapport avec la Constitution bretonne. On voit que l'objet de cet essai est de présenter un tableau des titres respectifs du monarque et des sujets, de la France et de la Bretagne. Puisse-t-il, dans un moment de crise dont l'issue sera sans doute heureuse, contribuer à resserrer le lien qui unit les 2 nations et à le rendre indissoluble, si les droits des Bretons, en 1789, avaient été respectés. Droit public de la province de Bretagne, chapitre 1er, des droits régaliens des anciens souverains de la Bretagne, de l'hommage qu'ils rendaient à la France, et de l'union de cette province à la couronne.